Voilà, ravi de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mais vraiment ravi, au bout de 3 mois, 3 mois c'est long, c'est un trimestre de vacances, n'est-ce pas, Marvin et Grégory qui assurent la réalisation technique de notre émission, mais enfin, après 3 mois, je suis bien content d'être là, bien content d'être à nouveau dans une discussion avec vous, une discussion à bâton rompu, comme d'habitude, vous prenez votre petit café de l'autre côté, moi je reste là et je discute avec vous, avec ceux qui sont sur le plateau que je vous présenterai, mais surtout avec vous au 71 27 07. Vous voyez, j'ai même pas oublié le numéro de téléphone et vous nous appellerez parce que nous parlerons d'un sujet de la vraie vie, puisque psychose c'est d'abord ça, c'est parler des réalités de la vraie vie et surtout des réalités psychologiques qui contournent cette vraie vie. Nous parlerons de la vraie vie et du handicap. Est-ce que c'est compatible d'être dans cette vraie vie, c'est-à-dire d'avoir une vie comme les autres, et être dans une situation de handicap? Pour en parler aujourd'hui, j'ai donné la priorité à des personnes qui le vivent au quotidien, cette situation de handicap, qui seront nos invités, d'ailleurs, que je remercie d'avoir accepté de sortir de leur charge mentale quotidienne pour venir témoigner ce soir. Et vous, au 71 27 07, peut-être aussi que vous avez à nous expliquer, est-ce que on peut avoir une vraie vie lorsqu'on est en situation de handicap? Comment est votre vie, vous qui êtes en situation de handicap ou qui ne l'êtes pas, qui connaissez des gens et qui avez un point de vue sur la question? C'est le thème de ce soir et on va y aller à fond jusqu'à dans 1h30. Il sera 21h30 pour ceux qui sont en direct et puis pour ceux qui verront en différé dans 1h30 de débat. On va commencer par Jean-José. Tiens, bonsoir Jean-José. Bonsoir Fred. Alors Jean-José est un stagiaire en situation professionnelle, un stagiaire qui est en formation professionnelle, plutôt, Oui, ce que c'est je ça. cherchais. Vous avez quel âge, Jean-José? J'ai 31 ans. Alors, on va pas cacher qu'il vient de les avoir. C'est tout frais, c'était hier, je crois. Et Jean-José a une histoire particulière à nous raconter. Vous voyez que on a parfois l'idée que les situations de handicap, ça a une forme particulière, ça a une expression particulière. Eh bien non, il y a des personnes qui, comme Jean-José, ont des choses à dire sur la question et qui vont à visage découvert, parce que là, il n'y a pas moyen de faire autrement à la télé, vont nous expliquer les choses. Deuxième invité, Josiane. Bonsoir Josiane. Bonsoir Fred. Merci d'être venue Josiane. Vous êtes auxiliaire de vie? Je suis auxiliaire de vie, donc je m'occupe de personnes en situation de handicap et aussi des personnes âgées. Il y a longtemps que vous faites ça? 7 ans. Ah, 7 ans. Ça doit être épuisant tous les jours que Dieu fait d'avoir Oui, ces mais heures. bon, quand on aime... On compte pas, c'est ça? Compte pas, On compte ouais. pas. Et On vous compte allez pas. nous dire surtout comment vous éprouvez les choses. C'est surtout ce qui m'intéresse. Comment vous, dans le quotidien, les choses se vivent. On en reparlera. On va aussi présenter Marie-Paul. Bonsoir Marie-Paul. Bonsoir Fred. Un grand merci à nouveau d'être là. Vous, Marie-Paul, vous êtes aidante familiale. Oui. Membre d'ailleurs et adhérente de l'association martiniquaise des aidants familiaux, la MAF. Alors, on va tout de suite faire la différence entre une auxiliaire de vie et un aidant familial, comme ça les choses sont plus claires pour les uns et les autres. Vous êtes aidant familial parce que vous êtes à côté d'un membre de votre famille en situation de handicap. Oui, ma sœur. Votre sœur. Elle a quel âge, votre sœur? Elle a 64 ans. 64 ans, et ça fait longtemps que vous... Oui, ça fait 32 ans. 32 ans que vous êtes à ses côtés, tous les 32 ans. Et c'est, j'imagine, certainement éprouvant. Très. Bien. Alors, on va commencer, comme je vous le disais, par Jean-José. Jean-José, 31 ans, en formation, mais Jean-José, il y a 16 ans de ça, se retrouve dans une situation qu'il n'avait pas prévue une seconde avant. Il est frappé par un AVC. C'est bien ça, je me trompe? Non, c'est bien ça. Voilà, en pleine épreuve sportive. Alors, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on peut... Depuis, je me bats. Ah oui. Donc ça a laissé des séquelles, bien évidemment, puisque Oui, un puisque AVC... j'ai l'hémiplégie. À la suite, j'ai pas récupéré l'usage de mon bras gauche et je marche en boitant. D'accord. Alors après une longue période de rééducation, je crois que vous avez passé de longues années en rééducation.
Ah oui, c'est bien ça. Combien d'années? À peu près 1 an. 1 an. Vous continuez bien sûr votre rééducation puisque l'hémiplégie elle est encore présente, mais vous n'avez pas lâché les bras puisque a priori vous avez continué à vous insérer, à vous projeter dans la vie. Et maintenant vous faites quoi de vos jours? Puisque évidemment ça a bousculé votre vie, parce que 15 ans, vous avez 15-16 ans, vous étiez encore pratiquement à l'aube de cette grande vie, et puis voilà que vous êtes obligé de changer de trajectoire. Ça se passe comment pour vous? Ben, je dis pas que parfois on a envie de baisser les bras, mais quand ça arrive aussi jeune, des fois dans sa tête, on a déjà, comme beaucoup de jeunes, ah oui, je vais faire ça comme métier, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous vouliez faire avant comme métier, avant l'accident vasculaire? Ah ben, si je dis à l'heure actuelle, il y a beaucoup qui vont m'envoyer des pierres. Ben, je voulais être légionnaire. Ah, vous vouliez être légionnaire? Oui. Ah bon, là, ça vous intéressait la Légion? C'est violent comment c'est pourtant assez violent comme institution. Ça vous intéressait? Ah oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous intéressait dedans comme ça? Ben, Le fait d'aller à l'étranger, aller combattre l'action. D'accord. Et vous avez évidemment fait le deuil, comme on dit dans mon jargon, de ce projet, puisque, bien évidemment, pendant une longue période, vous avez dû vous écarter du circuit scolaire classique. Oui, c'est bien ça. Le deuil, on est bel et bien obligé, puisque quand on se réveille et puis on sait qu'on ne peut pas marcher, et on apprend après que quand on a un dossier médical beaucoup trop chargé, même si on réutilise bien tous ses membres, ben il y a des métiers qu'on ne pourra jamais faire. Et alors, vous habitez dans le sud de l'île, et on sait que c'est pas très simple pour nous, les déplacements. Comment un jeune de 31 ans arrive à bouger dans notre île, à se déplacer en ayant cette situation? Ben ça, c'est hyper compliqué. Ça se passe comment pour vous? Quand il y a certains quartiers qui sont mal desservis, sinon, il y a d'autres fois, en Martinique, on sait, il y a la grève. À part ça, quand on regarde les différents tarifs des bus, on va voir qu'il y a des tarifs particuliers pour les personnes âgées, mais on ne va pas avoir des tarifs privilégiés pour les personnes en situation de handicap. Donc, on se dit que tout c'est plein pot. On voit aussi des tarifs privilégiés pour les étudiants. Ouais. Mais est-ce que dans le quotidien, vous arrivez à réaliser ce que les jeunes de votre âge font, par exemple aller en boîte, avoir la vraie vie, c'est le sujet de ce soir, si tant est aller en boîte, c'est vraiment la vraie vie. Mais un jeune de votre âge, en général, les vendredis, samedis, dimanches, c'est les sorties, c'est l'ambiance. Est-ce que vous avez cette vie-là? Oui, quand même. Ça peut m'arriver, mais sinon, non. Je préfère rester chez moi parfois. Pourquoi? Parce que ça évite. C'est une résignation? Vous dites, bon, je suis résigné, je reste chez moi, ou c'est parce que finalement c'est un peu votre personnalité? Ça évite d'entendre des réflexions, des trucs comme ça. Ah, parce qu'il y en a des fois. Ça arrive. Alors, non mais là, écoutez, on va pas édulcorer les choses. Qu'est-ce que vous entendez que nous n'entendons pas, nous, et que vous entendez? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous, par exemple? Qu'est-ce que vous avez déjà entendu qui vous a blessé, Blessé, plus maintenant. Ça blesse plus. Les gens parlent, ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Non, mais ça, nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'il disait comme ça? Parce qu'il faut parfois aussi qu'on dise les choses pour que chacun ne croit pas qu'on est dans un monde de bisounours où tout va bien, tout est beau. Qu'est-ce que vous avez déjà entendu qui a pu heurter votre sensibilité à l'époque? On s'est moqué de vous, par exemple, des fois? Ça c'est arrivé. Oui.
Mais la chose que j'étais avec ma mère, une dame passe et elle sort une réflexion du style « Ah oui, ça vous fait ouais ». Autrement dit, ça qu'il veut, c'est parce que vous cherchez, c'est ça? Non, elle envoie cette réflexion-là à ma mère, ça vous fait ouais. Comme si ce qu'elle a fait, voici. Voilà, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que, en fait, ce qui vous est arrivé, vous, serait une conséquence de ce que votre mère a fait, c'est ça? Voilà. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu ça? On dit il n'y a pas beaucoup de paroles. Beaucoup, je crois, c'est bien ça. Ça, voilà. Donc c'est laissé passer. Ça a fait de la peine à votre mère, peut-être? Ouais. Je pense, hein. On va le laisser parce qu'il est un peu timide, il va revenir naturellement à nous. Hein. Et alors, par contre, vous, ces accompagnantes, qu'elles soient professionnelles ou par la force des choses naturelles, comme on dit, on est dans le naturel. C'est ce qu'on disait avant, justement. Tiens. Vous avez, surtout, par exemple, Josiane, choisi ce métier. Vous ne le faites pas par hasard, c'est un choix que vous avez fait. Enfin, tout au début... Alors, je rappelle que vous êtes auxiliaire de vie, donc vous vous occupez de personnes en situation de handicap, vous m'avez dit depuis 7 ans. Mais pour dire la vérité, ça n'a pas vraiment été un choix. Ça a été presque une obligation dans la mesure où j'étais au chômage. Et à tous les coups, le Pôle emploi a voulu que je fasse cette formation parce qu'il y avait une demande et que voilà. Donc, soit on coupait mes allocations ou soit je faisais la formation. Donc, ça ne me disait pas du tout parce que je sais que je suis quelqu'un de très émotive. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, finalement, j'ai accepté de faire la formation. Et pendant que j'étais en formation, tout s'est développé, tout est devenu tout seul et j'ai commencé à aimer. Qu'est-ce que vous aimiez? Le métier, en fait, être avec les gens, les soigner, les écouter, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui était que je pouvais faire, des choses que je pensais que je n'aurais pas faites parce que c'était des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et je me suis rendu compte que j'avais tout pour faire ce métier-là. Donc, je me suis accrochée. Et puis, de jour en jour, de fil en aiguille, je me suis retrouvée. Et j'ai fait ce métier-là. J'ai eu mon diplôme. Et j'ai commencé à aller... J'ai trouvé du travail tout de suite, c'est vrai. Donc, j'ai commencé à aller à droite, à gauche... chez les personnes âgées, j'ai eu des personnes en situation de handicap, j'ai eu des personnes avec des pathologies d'Alzheimer, des pathologies de Parkinson. Donc chaque pathologie, c'est différent. Donc il y a des approches différentes avec les personnes. Donc après, c'est venu à moi, donc j'ai accepté. J'ai tout pris en fait et jusque-là, ça se passe super bien. Donc, j'aime beaucoup mes petites dames âgées. J'aime beaucoup mes personnes qui sont en situation de handicap. Mais alors, on dit souvent que, d'ailleurs, vous avez eu les auxiliaires de vie à le manifester sur le plan de toute la France, que c'est un métier qui vous épuise parce que il n'est pas assez reconnu. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas assez reconnu. Bon, c'est vrai que c'est un métier qui est épuisant, qui est fatigant parce qu'en fait, il y a 2 trucs. Donc, on a la personne, la bénéficiaire qui se trouve dans sa situation et on a aussi l'aidant qui est là. Donc, il faut qu'on fasse un travail avec la personne, la bénéficiaire, et aussi écouter l'aidant, parce que des fois, l'aidant aussi a besoin qu'on l'écoute, parce que pour elle aussi, c'est difficile, parce qu'elle est tout le temps, 24 sur 24, elle est avec la personne, donc il faut faire les 2. Mais c'est vrai que c'est fatigant. Donc après, il faut savoir, quand on a fini de travailler, il faut
pouvoir évacuer, il faut relativiser, il faut se détendre. Donc, bon, après, moi, j'arrive à faire ça. Après, je ne sais pas si toutes les auxiliaires de vie arrivent à le faire. Mais oui, allez-y. Mais je pense que, comme avant ça, j'ai fait des métiers où j'ai fait beaucoup de relaxation. Donc, je pense que par rapport à ça, maintenant, avec ce métier-là, ça m'aide à décompresser, à me libérer de toutes les émotions. En antenne, quand je disais le titre de l'émission, Vraie vie et handicap, comment faire, et vous avez l'air de penser que finalement, c'est pas aussi simple d'avoir une vraie vie quand on est en situation de handicap. Non, c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que c'est très difficile à accepter, même en tant qu'auxiliaire de vie, parce qu'on se pose beaucoup de questions. On se demande pourquoi c'est comme ça, pourquoi il faut qu'elle subisse ça. Donc, je ne sais pas si c'est compatible. Vraiment, la vraie vie et être en situation de handicap, je ne sais pas si c'est compatible. D'accord, vous vous posez cette question. Je me pose la question. On va peut-être trouver une réponse avec des téléspectateurs. Ils nous diront justement, est-ce que c'est compatible? Parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. C'est bien pour ça que... Je pense que certaines personnes en situation de handicap, à un certain moment, ils acceptent leur vie comme ça. Et on ne sait jamais ce qui se passe dans leur tête, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Donc, mais bon, pour moi, j'espère à la fin de l'émission, on aura une vraie réponse. Oui. Mais sincèrement, je ne sais pas si c'est compatible. Je pense que c'est très difficile. D'accord. Nous essaierons de toute façon. Et nous comptons beaucoup sur vous. Hein, au 05 96 71 27 07. Vous pouvez déjà, le signal est donné, nous appeler pour répondre à cette question. Est-ce que être dans une situation de handicap, est-ce que c'est compatible avec une vraie vie? Alors que c'est une question que Jean-José à laquelle Jean-José veut répondre, mais je vous redonnerai la parole là-dessus. Je vais faire la liaison avec les dents familiales que vous avez évoquées et avec lesquelles vous intervenez de temps en temps. Josiane, c'est votre cas, très cher, mais comment avez-vous pu vous retrouver dans cette situation? C'est ça, voilà. C'est la vie. Parce que si, par exemple, Josiane s'est retrouvée dans ce projet de vie, c'est certainement pas le vôtre. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous trouviez maintenant dans cette position et qui continue d'ailleurs? Oui, qui continue. Je me suis retrouvée à m'occuper de ma sœur. Oui. Suite au décès d'abord du père, 2 ans après la mère. Et 6 mois après le décès de ma mère, ma sœur a fait une rupture d'anévrisme avec toutes les complications que cela comporte. Aphasie, hémiplégie droite, coma, etc. Donc, elle a pu récupérer, bien sûr. Sur le plan médical, bon, on a fait tout ce qu'on pouvait pour elle pour récupérer. Mais sur le plan personnel, il n'y avait que moi, puisque c'est ma seule et unique sœur. Vous n'avez pas de frère? On n'a pas de frère, on n'a pas d'autres sœurs. Donc vous vous êtes retrouvés naturellement comme... Naturellement, aidant, sœur, tout, enfin presque, mère aussi, parce que je pense elle était très fusionnelle avec ma mère, et elle a fait un genre de... Et votre vie a dû basculer à ce moment-là? Absolument. Et vous avez dû sacrifier... J'étais encore jeune, j'avais 30 ans, donc... Donc vous avez sacrifié beaucoup de choses peut-être pour pouvoir être dans cette fonction? Quoi par exemple? Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir sacrifié? La vie de tous les jours, en fait, le quotidien. Mais ça a été tellement spontané, je me suis dit, après tout, il n'y a que moi, donc comment faire différemment? Oui, mais est-ce que vous ne vous êtes pas retrouvé dans une grande solitude avec cette sœur? Absolument, oui, tout à fait. Comment vous faites alors, au quotidien, quand vous êtes seul comme ça, quand vous vous sentez isolé? Comment vous essayez d'émerger? Vous criez au secours? Vous faites quoi? Vraiment isolé des fois. Oui, on crie, mais il y a le quotidien qui est tellement prenant qu'on n'a même pas le temps de réfléchir, quoi, en fait, parce que je travaillais. J'avais un travail quand même assez prenant. Et de surcroît, ma sœur, tant qu'elle était hospitalisée, donc
me référait plutôt au médecin, etc. Je me disais, bon, elle est hospitalisée, elle fait la Ménard, elle a fait le Carbet. Quand elle a fait le Carbet, c'est en même temps que la falaise de Bellefontaine s'est écoulée. Donc, je me suis dit, bon, la chance que j'ai, c'est que j'habite Balata. Donc, je faisais par la route de la Trace pour nos amis qui ne sont pas morts. Faire le tour, voilà. Pratiquement le tour, Morne-Rouge et tout ça. Tout le tour, Morne-Rouge. Alors, des fois, je faisais par Font-Saint-Denis, des fois, je continuais par Morne-Rouge. Et puis, pour arriver, pour la voir au Carbet. Donc, je ne pouvais le faire que le week-end. Sinon, à la Ménard, à un moment, ils en avaient presque marre avec moi parce que j'étais très constante. Ma soeur. Je vivais, en fait, que pour ma soeur. Tellement j'ai vécu que pour ma soeur pendant un certain nombre d'années. J'ai eu une fille, mais à 41 ans. D'accord. Donc, elle est encore jeune. Oui. Et donc, vous vous en occupez aussi. Oui, voilà. Je m'occupe d'elle. Enfin, bon, là, maintenant, elle est en études, donc elle est sur Paris, donc ça va. Elle ne vous a pas reproché d'être trop proche de Tati, avec un sentiment abandonné Oui, tout à fait. Comment vous avez géré ça? J'ai eu du mal à entendre ça. Ah oui? Elle ne l'a pas dit. Comment ça fait si longtemps que ça. Franchement, ou vous le ressentiez? Est-ce qu'elle vous disait... Non, elle l'a exprimé. D'accord. Elle l'a exprimé au moment où je ne m'y attendais pas, en fait. Les jeunes sont très cash de ce point de vue-là. Je croyais que c'était acquis, quoi. Bon, elle sait que Tati... Comment vous avez dit que vous avez vécu mal parce que vous avez eu un sentiment de culpabilité, un sentiment d'incompréhension de sa part? D'incompréhension, oui. Ouais. Un petit peu d'incompréhension. Vous avez compris? Elle a compris maintenant qu'elle est partie en France vivre... Oui, mais elle était déjà en France et c'est quand elle est revenue en vacances qu'elle me l'a dit. Elle m'a dit, de toute façon, tu t'es toujours plus occupée de Tati que de moi. D'accord. Donc elle a réglé ses comptes, quoi. Alors que, bon, moi, je disais que, comme je l'ai eu à 41 ans, je lui ai permis justement de prendre son envol. Je ne me suis pas collée, fusionnelle, maman, machin. Je me suis dit comme ça, elle sera très autonome. Elle l'est d'ailleurs. Mais elle avait quand même ça à vous dire. Voilà, elle avait quand même ça à me dire. À un moment, Tati a pris la première place, quoi. Tati a pris ma place un peu. Mais ça va venir. Elle se rendra bien compte que... Oui, surtout dans le milieu professionnel qu'elle a choisi. Elle est infirmière puéricultrice. Écoutez, il n'y a pas photo. Elle comprendra encore mieux. Tout à fait. Jean-José, tout à l'heure, quand je disais la vraie vie est-elle compatible avec le handicap, j'ai senti que vous aviez envie de me répondre, mais Fred, est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver? Donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Il n'y a pas de compatibilité? Non, il faut faire un choix. Alors, exprimez-nous ça. Je vous ai dit que là, Jean-José, on se lâche. Il faut faire un choix. Et quel choix qu'il faut faire? Il faut prendre le handicap ou la vraie vie? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Non, dans la vraie vie, c'est... Quand on a un handicap, on est vraiment limité dans plein de choses. Oui. Et on doit renoncer à beaucoup de choses, c'est ça? Ah oui. Et en renonçant, de renoncement à renoncement, finalement, on s'écarte de la vraie vie. Non. Parfois, on en a marre, ou d'autres fois, on se dit, à force d'avoir des portes qui se ferment, on essaye de mettre des coups de pied dedans et puis de les ouvrir de force. Enfin, on va modifier les lois, au final, ou bien créer, je ne sais pas, si c'est pour utiliser le langage juridique, créer des jurisprudences. Et ça vous arrive d'être révolté, ça vous arrive des fois d'être dans des situations de révolte. Oui. Qu'est-ce qui vous révolte en ce moment, par exemple, dans votre situation? Alors, il m'avait dit hors antenne, mais il est un peu timide là. Ouais, moi, ce que je ne supporte pas, c'est que les gens voient d'abord mon handicap avant de voir ma personne. Aujourd'hui, Jean-José, on voit votre personne et vous vous révélez à la face du monde. On va parler de vous et de ce que vous vivez au quotidien. Mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise pour en parler. Qu'est-ce qui vous révolte en ce moment? C'est que je regarde, par exemple, les politiciens. On va voir un politicien qui démarre à 30 ans, on va dire un jeune politicien. Donc, on lui donne la force pour avancer. Un jeune de 30 ans veut démarrer un projet, on va le regarder, on va lui dire « Ah oui, tu sais, t'es trop jeune.
Mais s'il ne démarre pas plus tôt, peut-être il était aux études. Là, à 30 ans, il démarre. Pourquoi lui dire, tu es trop jeune, tu ne vas pas y arriver? Bien, tu n'as pas d'expérience. Et vous avez l'impression que, par exemple, dire un jeune, vous avez des barrières comme ça dans votre parcours? Et dire à un jeune, ah oui, tu n'as pas d'expérience. Mais on demande aux jeunes, oui, vous savez, pour réussir dans cette vie, il faut avoir beaucoup de diplômes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, Georges-José, qu'on vous dise « Ah ouais, bah, tu ne vas pas y arriver parce que tu n'as pas les capacités, de toute façon, tu as un handicap, etc. » Est-ce qu'on vous a déjà eu à vous opposer votre handicap par rapport à vos projets? Oh oui, j'avais été pour faire, comment on appelle ça? C'était dans les organismes comme des CCI, la chambre de l'artisanat, des trucs comme ça, ils ont des réunions où on va prendre des informations. Ouais. Eh bien, je crois que dans l'un de ces organismes, j'avais été, on m'a dit, oui, vous voulez faire quoi? J'ai dit, pourquoi pas avoir une société dans le transport? Le monsieur m'a regardé, m'a dit, non, tu ne pourras pas faire ça. J'ai dit, mais pourquoi? Je veux juste créer de l'emploi et gérer une société. Maintenant, tu ne pourras pas faire ça. Il faut être derrière un volant. Donc forcément, il m'a dit non. Tu exclus. Tu ne peux pas. Avec l'handicap, selon lui, c'était rédhibitoire. Et comment vous avez vécu ça lorsque cette exclusion a été prononcée? Parce que c'est de l'exclusion, c'est de la discrimination. Comment vous l'avez vécu? Je me disais que, soi-disant, il faut intégrer les gens à mobilité réduite ou handicapés dans la société. Mais quand il y a un jeune, limite, on peut utiliser dans les secteurs, oui, nous adaptons nos trucs, ce que nous faisons à tout type de personnes, on lui dit c'est pas fait pour toi. Donc cherche autre chose. Et ensuite on va dire la Martinique avance. Mais non, s'il y a des gens comme ça qui restent dans certains postes, la Martinique ne va jamais avancer. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, ça vous fait rebondir à ce que Jean-José dit, c'est-à-dire que on est dans un pays où on nous fait penser qu'il y a de l'inclusion sociale, mais en réalité, il y a quand même encore des pratiques de discrimination. Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que vous le vivez, vous qui vivez avec des personnes en situation de handicap? Josiane et Marie-Paul, est-ce que ce qu'il dit là vous étonne? En fait, on va commencer par Josiane et puis après Marie-Paul. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Par contre, ça, c'est la vraie vie. Donc, c'est vrai que souvent, les jeunes, même ceux qui ne sont pas en situation de handicap, mais souvent, c'est vrai, j'ai l'exemple de personnes dans mon entourage qui voulaient faire des choses et on leur a dit que c'est pas possible, il faut choisir autre chose. Donc, lui, s'il a vécu, et c'est par rapport à sa situation de handicap, mais je pense que ça existe, quoi. C'est encore là. Oui. Marie-Paul. Alors, moi, je dirais que à la place de Jean-José. Je trouve que justement, le plus dur, c'est d'accepter son handicap, d'accepter sa situation. Mais est-ce qu'on peut accepter ça? C'est-à-dire que c'est le plus difficile. Ouais. Et c'est ce qui permet justement à la personne d'avancer. Il faut d'abord accepter. Je suis en situation de handicap. Marie-Paul, est-ce que c'est un peu théorique qu'on pense ça souvent, de dire il faut accepter, parce que c'est quand même accepter l'inacceptable. Oui, c'est accepter l'inacceptable, exactement. Même pour la personne en qualité d'aidant comme moi. Oui, par exemple. Voilà. Il faut, à tout prix, j'ai eu du mal, mais c'est avec l'aide d'une psychologue, je lui ai dit là maintenant, j'accepte de savoir que ma sœur est en situation de handicap. Pour que je puisse l'aider, parce que sinon, c'est... Mais est-ce que vous avez l'impression, et on va aller au 71 27 07, parce que je vous ai dit que c'est un débat entre nous, mais il y a aussi les téléspectateurs quand même,
Est-ce que vous avez l'impression que les autres acceptent la situation de handicap de votre sœur, par exemple vos tantes, vos cousines? Est-ce que tout le monde est dans le même train que vous? Ils acceptent, mais ils sont un peu dans le déni, quoi, en fait. Parce qu'il y a moi derrière, donc c'est... Ah, s'ils sont dans le déni, ils n'acceptent pas vraiment. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir, ils se protègent. Ils veulent pas voir, quoi, en fait. C'est vrai que il n'y a pas... La famille... C'est pas le creuset dans lequel on peut s'appuyer dans ces circonstances. Pas vraiment. Un petit peu, oui, mais bon. Allez, je vous propose qu'on reçoive la première personne dans notre débat ce soir. Bonsoir. Allô? Oui, votre prénom, bonsoir. Georges. Georges, soyez le bienvenu. Alors, est-ce qu'on peut vivre une vraie vie en étant en situation de handicap, selon vous, Georges? Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai entendu le jeune homme. Jean-José. J'ai entendu le jeune homme qui disait qu'il n'y avait pas de vraie vie en étant en problème de handicap. Mais il faut qu'il se dise qu'il a deux yeux. Mais il y a un troisième œil qui est la lumière, l'œil de la lumière. S'il n'a pas confiance en lui, il ne va pas réussir, il ne va pas arriver tôt. Même si les portes se referment pour lui, il faut qu'il se batte. Il faut qu'il aille au bout. Il a la capacité, je le vois, ce jeune homme, il est un beau jeune homme, 31 ans, moi j'en ai 70. Mais il faut croire en la lumière divine, comme le thème, la psychose. Je ne lui dis pas d'aller dans une religion, mais il faut qu'il croie à la lumière de l'esprit. Et la possibilité qu'il a la capacité de réussir et de continuer sa vie normalement. Mais il faut qu'il ait confiance en lui, qu'il a la capacité. Et il y a pas longtemps, j'ai vu dans une chaîne concurrente à vous, un jeune homme qui était condamné à mourir, il avait 5 ans. Aujourd'hui, il a une trentaine d'années. Il continue à vivre et il nous a donné une leçon de vie la semaine dernière. Et croyez-moi, je crois en le troisième œil qui est la lumière, l'esprit. Et pour les deux dames à côté, je les remercie parce que le travail qu'elles font, c'est un travail qui est très noble, mais il faut qu'ils aussi disent aux gens, aux enfants qui ont un handicap, qu'il faut qu'ils ont confiance en eux, qu'ils puissent gagner leur vie normalement, sans être accrochés à ces dames qui sont là, que je félicite d'ailleurs. Et Fred, Oui. je vous remercie également pour votre travail, pour l'intérêt que j'ai à avoir dans cette émission-là. Merci, Georges. J'ai une question. Lumière. Oui, justement. La lumière et confiance en soi. J'ai une question, merci de votre fidélité, mais j'ai une question pour vous. Vous croyez que c'est vraiment suffisant, que ça aide les gens de penser que la lumière, quand ils ont par exemple des difficultés à se déplacer, quand on leur ferme les portes parce qu'on leur dit ben non, ton rêve tu dois l'oublier parce que tu as une situation de handicap, quand ils n'ont pas accès à des choses, quand ils n'ont même pas accès à leur sexualité, parce qu'on peut en parler aussi, qu'on a l'impression que les personnes en situation de handicap, il ne faut même pas qu'ils parlent de sexualité. Vous pensez que c'est une vraie vie? Vous pensez que ça suffit pour cette lumière dont vous parlez pour vivre? Eh bien, je vois l'exemple sur moi. Allons-y. Je ne veux pas. J'ai dit allons-y, justement. Oui, alors je vais vous parler de moi-même. Oui. Moi-même, j'ai 70 ans. J'ai eu un cancer de la prostate. Oui. Donc, je peux vous dire, franchement, je n'ai pas honte de le dire, même si les gens vont reconnaître ma voix, je n'ai pas de relation sexuelle il y a bien 3 ou 4 ans. Cela ne m'empêche pas de vivre parce que je crois et je me soigne, je me bats pour que les sensations normaux reviennent. Et croyez-moi, Fred, je vous dis, je crois en cette lumière-là. Je crois, il faut croire. Si vous ne croyez pas, même si vous avez un handicap, vous ne pouvez pas marcher. C'est vrai, ça c'est un gros handicap. Mais les portes qui vous referment, il faut pouvoir les ouvrir avec une clé. La clé, c'est la confiance en vous. Et je vous dis vraiment que la lumière
mesdames, il faut avoir envie, vraiment envie d'y arriver. Et c'est le jeune homme que je vous offre, non. Jean-José. Tu es mon fils. Et je te dis, bats-toi, continue à te battre. Il y a de la vie. Quand tu as espoir, il y a de la vie. Et quand tu as confiance en toi, continue à te battre. Et je te dis, je ne vais pas dire que je ne prie pour toi, parce que je ne prie pas. Je prie moi-même pour moi-même, mais je ne prie pas pour les gens. Ça, c'est pas mal, ça. Georges, charité est bien ordonnée comme on se pensera. C'est ce que mon père disait souvent. Allez, merci beaucoup. Merci. Allez, merci Georges, à très vite. Alors, vous pouvez continuer à débattre et à nous appeler au 71 27 07. Comment vous réagirez à la position un peu angélique de Georges? Vous pensez que ça suffit, ce troisième œil? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est très complexe parce que, enfin, moi je parle, c'est pas que je suis pessimiste, mais je me dis que je vais jamais dire à la personne de baisser les bras. Il faut toujours être là pour lui dire non, il faut se relever, il faut penser positif, que ça ira, il faut se battre comme le monsieur vient de dire. Mais là, nous, on n'est pas à la place. Donc, je me dis que même si nous, derrière, on dit, mais la personne qui est en train de vivre son handicap, est-ce que, par moment, je pense que ça va aller, mais je pense qu'à un moment où on fléchit, où on se dit, bon, ben, j'ai fait ci, j'ai essayé d'ouvrir cette porte, j'ai essayé d'ouvrir cette porte, mais en fin de compte, les portes se referment. Donc, je pense qu'à un moment, Jean-José doit avoir des moments où il a le moral, et puis il y a d'autres moments où... moi, je l'ai connu dans des phases de grand effondrement, hein, Jean-José. C'est vrai, le troisième œil, ça peut aider quand on a la foi, mais est-ce que ça suffit? Allez, je suis impossible de dire... Et vous, vous voulez les répondre. Est-ce que ça suffit de dire, ça y est, je crois, donc je vais... Non, bon, je suis l'auxiliaire de vie de la sœur de Marie-Paul. Marie-Paul est bien placée pour... parce qu'elle aussi, elle a des moments où elle fléchit. Bien évidemment. Qu'est-ce que je dis, Marie-Paul? Ça va aller... Ça va aller, mais est-ce que ça suffit dans voilà, parce ça. Que nul n'est à ma place. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, c'est se mettre... moi, je dis tout le temps, c'est se mettre à la place de l'autre et pour essayer de comprendre. Mais même si on se met à la place, on ne vit pas ce que la personne vit. Donc, je ne sais pas si... Pour moi, c'est tellement... C'est complexe, La seule chose, c'est qu'on peut être à côté. Et parler, écouter, un petit peu d'amour, voilà. Jean-José, ce troisième œil, est-ce que ça vous guide dans la vie? J'ai écouté le monsieur Georges religieusement. Oui, sans faire de jeu de mots d'ailleurs, mais voilà. Il se défendait de dire que c'est pas religieux ce qu'il dit. Hein. Non, voilà. Je l'ai écouté. Oui. J'ai entendu qu'il a pris exemple sur quelqu'un qui était condamné et tout ça. Oui. Mais je veux surtout dire que chaque personne vit sa situation à sa manière. Chaque personne gère ses problèmes à sa façon. Il y en a qui vont réussir à tenir, on va voir qui traînent. Il y a des grandes personnes qu'on voit dans la rue, ils marchent, limite ils sont couchés à terre, mais ils marchent. On va dire, oui, mais comment elle fait? Elle gère. Il y en a d'autres, ils vont pas gérer, ils vont directement dire, ouais, je tiens plus, j'arrive plus à vivre. Donc chaque personne gère à sa manière. Le monsieur, on ne sait pas comment il a fait. Donc, on ne peut pas... C'est ce que je reproche aux gens, de toujours vouloir comparer. Ah oui, un tel arrive, un tel s'est battu, donc tu devrais te battre comme lui. Non, on ne peut pas se battre comme quelqu'un. On peut se battre comme nous. Viens voir la personne, dis-lui, je vois que tu es comme ça. Et est-ce que tu as besoin d'une aide, d'un truc comme ça? Là, oui, mais les comparaisons, non. Faut arrêter. Merci. 71 27 07, bonsoir. C'est à vous.
Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Liliane. Bonsoir Liliane. Soyez la bienvenue avec nous. Il y a Jean-José, Josiane, Marie-Paul et moi-même, votre serviteur. On vous écoute. Oui. Bonsoir. 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 Alors, j'interviens. J'ai suivi un petit peu votre... attendez, je baisse le niveau de la télévision. Ah bah écoutez, on espère bien que vous ferez ça, hein, mon ami Grégory, hein, on espère bien que ça va être fait. Indispensable. Alors, j'interviens en tant que maman d'enfants handicapés. Oui, on vous écoute bien, Liliane. Alors, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, chacun des intervenants sur le plateau a une part de vérité, si on veut, dans ce qu'il dit. J'ai écouté le jeune homme là. J'ai un fils de 24 ans aujourd'hui qui est en situation de handicap. Son parcours scolaire a été des plus exemplaires. Et attendez, j'ai un problème avec. Alors, et donc, il a fait, malgré son handicap, son parcours scolaire a été plus qu'exemplaire, même si j'ai dû à un moment laisser mon travail pour pouvoir m'occuper de lui. Oui. Le parcours a été très chaotique dans le sens où, pas à son niveau, mais dans le sens où, même en tant qu'enseignante, on m'a opposé, j'étais en primaire, depuis la maternelle même, puisqu'il n'est pas né handicapé, hein, il est devenu. Et je me suis vu opposé par une directrice, vous le gardez à la maison, vous lui prenez un enseignant à la maison. Donc je me suis battue. Quand il est arrivé au collège, pour passer au lycée, il était à Paris, hein, j'ai dû partir sur Paris avec lui pour le soigner. Oui. Et là, on m'a dit il y avait 13 de moyenne, 13-14 dans une classe d'entendants. Et là, on m'a dit non, il ne peut pas aller en seconde. Je voulais qu'il aille chez les enfants sourds à Paris. On est en Poli, on m'a dit non, il ne peut pas aller à Paris, c'est réservé aux Parisiens. Et puis, deuxième chose, il est handicapé, la moyenne ne verrait pas. Or, il est dans une classe d'entendants où il a une meilleure moyenne que les entendants. Il s'est battu beaucoup en me disant maman, je lui fais de moyenne générale et ils ne pourront pas me refuser ce qu'il a fait. Alors, ceci pour arriver aujourd'hui, il est parti à l'université, la première année s'est bien passée, deuxième année, on ne l'a pas pris en charge. On n'a rien mis pour lui. Et donc, du coup, je me suis battue. Il est parti en école privée, il a fait 4 ans d'études, il s'est toujours débrouillé, il est devenu, quoi qu'on dise, assez autonome. Il a toujours fait de l'esprit. Il se débrouille. Il a entraîné des équipes de féminines de basket chez les tours, etc. Mais dans ce milieu, il s'est débrouillé. Il parle la langue des signes couramment. Il a appris après parce qu'il parle aussi. Il a été implanté. Aujourd'hui, au bout de 4 ans d'études, il a son diplôme. Oui. Il a cherché du travail. C'est le chaos. C'est le chaos, les portes se ferment. Oui. Et donc là, je suis un peu déprimé. Il ne comprend pas, même s'il a été préparé. Alors, on a beaucoup discuté, mais oui. c'est compliqué. Liliane, les portes se ferment à cause du fait qu'il soit en situation de handicap. Oui, tout à fait. On a du mal à comprendre ça parce qu'il y a un discours bienveillant qui veut dire qu'on intègre les personnes dans les entreprises. Et vous êtes en train de me dire là, non, c'est pas du tout ce que mon fils vit en ce moment. Mais, écoutez, c'est que entre ce qu'on dit et la réalité, il y a ce qu'on vit. Oui. Et souvent, il y a un décalage tel qui peut être un décalage individuel aussi. Hein. Je ne vais pas vous cacher. À un moment, lui a quitté nous en handicapé en plus. Voilà. Donc tu as tout quoi. Ça a été violent, ça a été très violent.
mais il est allé au bout de ce qu'il... Mais il fallait toujours qu'il fasse beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire que comme il n'était pas né handicapé, il n'était pas né sourd, donc il a fait, j'ai toujours tenu à ce qu'il fasse un cursus avec les entendants. Il avait de très bons résultats, mais malgré cela, il fallait absolument qu'il fasse 2 fois plus. Et comment il va en ce moment, Liliane, votre fils? Écoutez, il est fier de son parcours. Ah ben, il est élogieux, son parcours. Oui, là, malgré son problème. Vous savez, on disait même, mais comment ça, il est handicapé? Mais pourquoi il est en terminale, il est handicapé? C'est comme si le fait d'être handicapé voulait dire que le cursus scolaire ne peut pas être normal, quoi. Et donc, ça, on a dû se battre. Je vous dis, tout le long, on s'est battu. Aujourd'hui, il a un diplôme de directeur artistique. Il a fait du... Comment vous appelez ça? Dans le domaine du web. Oui. Webmaster, etc. Web designer, etc. Et aujourd'hui, bon, il est fier de ce qu'il a fait. Et on n'a pas de problème là-dessus. Mais il arrive aujourd'hui, il va demander du travail. Et les portes se ferment pas. On lui dit oui, tant qu'il est en comment vous dites ça, quand il n'est pas en présentiel, ça marche. Quand il va... quand c'est visible, les gens changent d'attitude. Oui, voilà. C'est ce que je disais. Pourtant, il est implanté et il entend, il parle. Voilà, tant que son image est virtuelle, ça gêne personne, mais lorsqu'il montre sa vraie vie, son vrai visage, il n'y a plus personne. Oui, avec le handicap, il est porteur d'un implant, voilà. Ça marche pas. En tout cas, merci Liliane de votre témoignage qui vient porter quelques points sur la vraie question. Pour vous, évidemment, il n'y a pas de compatibilité entre vraie vie et handicap, puisque l'exemple de votre fils... Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de compatibilité, je ne dirais pas ça, mais il y a le jeune, je comprends, parce que mon fils, actuellement, il est dans une phase où il est vraiment, il a toujours été quand même dans la réalité, puisqu'il était dans la vraie vie, dans les écoles normales, etc. Mais s'il est passé par un cursus à partir de la seconde, je l'ai mis en milieu spécialisé parce qu'il pouvait, on n'était pas dans le milieu normal. Oui. Il est revenu au milieu normal. Or là, c'est comme si on n'acceptait pas, quoi. Il a tout fait. Il me dit, mais j'ai tout fait comme il fallait, je ne comprends pas. Et là, il est un peu comme le jeune homme là, il est désabusé un peu, il me dit, mais voilà quoi. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intégrera pas, je l'encourage, comme le monsieur a dit, je prends tout ce qu'il peut y avoir de positif pour l'encourager. Oui. Mais c'est pas évident. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je ne vais pas dire au jeune homme qu'il ne faut pas faire, il faut croire, il faut y croire. Mais c'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué pour eux. Très bien, merci. Il y en a qui s'intègrent plus facilement. Il y en a pour qui c'est plus compliqué. C'est personnel, c'est un parcours de vie qui est plus personnel, je pense. Voilà. Merci Liliane de votre témoignage. Nous vous souhaitons sur ce plateau une très très belle nuit et encore beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et aussi merci à votre fils. Au revoir. Merci. Merci Liliane. Vous voyez donc le témoignage de Liliane vient corroborer ce qu'on pensait, c'est-à-dire que même lorsqu'on veut, lorsqu'on peut et qu'on se bat, il y a quand même parfois des barrières. Hein? C'est bien ça. Et est-ce que vous pensez, là, sur le plateau, que ces barrières, elles sont immuables, on ne peut plus les bouger, ou on peut quand même franchir le mur de Rubicon, c'est-à-dire faire sauter ces barrières? Allez, Liliane. Je pense que, bon, comme c'est toujours pareil, il ne faut pas lâcher, il faut toujours se battre, toujours pousser les portes et puis essayer de franchir et se dire advienne que pourra et puis vraiment foncer dans le tas. Je pense que c'est en faisant comme ça qu'on peut y arriver, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de portes fermées et entre ce qu'on dit et la réalité où les personnes en situation de handicap vivent, il y a une marge, quoi.
Jean-José, on peut pousser les portes. Vous pensez que vous avez encore la force de le faire? Vous vous sentez encore en mesure de franchir ces barrières dont parlait Liliane? Franchement, des fois, j'en ai marre. Oui. J'ai même la rage. Mais Et quand on se réveille le lendemain... Voilà, justement. Quand vous vous réveillez le matin, dans quel état d'esprit vous êtes? Vous dire, voilà, c'est une nouvelle journée. Quel moment je vais la vivre? Je me dis que je vais être autonome. Je ne veux pas dépendre de l'État. Donc, bouge-toi. D'accord. Vous avez la volonté de gagner le plus d'autonomie possible et de ne pas dépendre de l'État. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Ne pas dépendre de l'État? Ça veut dire de travailler, d'avoir... Ne pas vivre de votre hache argent, suffisamment. Voilà, c'est ça. de pas vivre de spécialement. Tant que j'ai ma tête qui me permet de réfléchir, ma main qui me permet de faire le maximum qu'elle me permet, mes jambes qui me permettent de suivre, de les utiliser. Ouais. Et quand ça va plus suivre, tant pis. Je vais dire stop. Mais tant que ça m'a pas dit stop. Tant que ça vous a pas dit stop, vous irez quoi. Voilà. Vous allez foncer. Vous allez... Je peux dire l'intervenante Liliane. elle a dit quelque chose, mais je voudrais remercier quelqu'un. Quand j'étais dans une phase où j'avais beaucoup de rage, je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés dans une manifestation. J'ai rencontré un monsieur et lui, il m'a laissé ma chance. Malgré on me disait souvent, ah oui, t'es trop âgé, tu peux rester chez toi. Il s'appelle monsieur Gilles Voyer. Oui. Qui est un artiste. C'est un artiste, mais vous a donné. C'est le proviseur du lycée Saint-Joseph de Cluny. Cluny, oui, c'est vrai, tout à fait, voilà, tout à fait. Et ça, vous rendez hommage à ce proviseur, mais aussi à cet établissement, parce que vous avez l'impression d'y avoir été accueilli. En fait, au début, quand je suis arrivée, il y avait l'encadrement qui fonctionnait d'une manière, je disais toujours, messieurs, ils sont sur notre dos. Et puis quand on voit après que qui aime bien châtie bien, on se dit que on était privilégiés quand on est là-bas. Ouais. Et est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu être réellement inclus, être inclus dans l'établissement? Vous n'avez pas senti de discrimination? Il était suffisamment accessible? Parce qu'il faut en parler de l'accessibilité. Hein. Ça, c'est encore notre dossier. Oui. Oui. Puisque quand je suis arrivée, j'ai été tout de suite encadrée par l'infirmière, par le corps enseignant. Si on a un problème, on sait... Je sais, en fait, quand j'étais là, je parlais, je sais pas si... Mais si on a un problème... Quand j'ai eu besoin de voir le proviseur, j'arrivais à le rencontrer. Mais, par exemple, il y a eu un moment où j'avais besoin d'aide de certaines démarches. J'ai été le voir, je lui ai dit j'ai besoin de ça. Il m'a dit t'es sûr c'est ce qui va fonctionner? J'ai dit oui, on peut essayer et après voir ce que ça va donner. Et je pense qu'ils ont dû discuter avec le corps enseignant, ils ont essayé quand ils ont vu. Puisque des fois on fait les demandes auprès des différents organismes, mais le temps qu'on obtienne les différentes choses, l'année a le temps de finir. Et je pense que si j'avais pas eu l'équipe que j'ai eue là, j'aurais jamais eu mes diplômes. Vous avez eu quand même dans votre parcours des âmes bienveillantes, des personnes qui vous ont porté, accompagné tout de même. Le tableau n'est pas totalement gris. Il y a quand même ce que Georges appelait des petites lumières comme ça qui...
Scolairement, je dis que l'équipe-là, ça a été vraiment le top. Ouais. Après cette équipe-là, je préfère m'abstenir, ne pas parler. Parce que vous avez connu d'autres institutions où les choses ne se sont pas passées aussi Je bien. préfère ne pas parler. Oui, sinon, à part ça, toute personne ayant un handicap ou autre, là, il n'y a rien de mieux que le sport. Avec le handisport, ça aide parce que, pareil, quand je me suis mis au handisport avec monsieur Benoît Thierry et puis il y avait Claude Bachelier qui nous entraînait, motivait toujours à venir nous donner le mot qu'il fallait. Est-ce que vous continuez à pratiquer le sport, Jean-José? Non. En fait, j'avais arrêté un peu avant. Qu'est-ce qu'on avait dit? J'avais arrêté parce que, comment on appelle, il y avait les études et c'était pas compatible. Et ensuite, quand j'ai voulu reprendre, on nous a dit qu'avec le Covid, il y avait certaines restrictions. Et qu'on arrête 1 an, 2 ans, 3 ans, pour repartir, après pour repartir. Même si j'ai mon kiné qui fait un gros travail, il est super. Mais ça fait jamais comme aller faire du sport, être en groupe, déconner. Cette question des loisirs, justement, alors, de ces personnes en situation de handicap, parce quand on est dans la vraie vie, on a aussi accès aux loisirs. Votre sœur, est-ce qu'elle en profite ou sa situation ne lui permet pas de profiter d'un petit spectacle C'est difficile parce que ma sœur, elle a plusieurs soucis en fait. Elle a récupéré au niveau mobilité, mais de surcroît, elle est passée de non-voyante, de malvoyante à non-voyante. À non-voyante, carrément. Donc en fait, mais la musique, donc, elle est entendante, elle peut écouter de la musique. Oui, elle peut écouter de la musique, elle peut écouter des livres audio aussi, parce que il faut savoir que ça existe, c'est très bien. Mais elle a même fait de la musique aussi parce qu'elle était dans un ISAT avec M. Pignat. Et elle était dans le groupe Zozio. Zozio, ok. Et elle faisait du chacha. Mais les loisirs, ce qu'elle aimait, surtout lire, maintenant c'est difficile. C'est même quasiment impossible. Et de surcroît, elle aimait aussi le cinéma. Ah oui, là maintenant c'est plus compliqué. Oui, c'est très compliqué. Oui. Et Josiane, les autres usagers, vos autres bénéficiaires, comme vous disiez, sur la question des loisirs, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils en ont accès ou alors c'est aussi compliqué? Donc là, j'ai encore une autre dame aussi qui est malvoyante, donc c'est compliqué. Et puis, ça m'arrive aussi quand je fais des remplacements d'avoir encore une troisième aussi qui est malvoyante. Oui. Et puis sinon, j'ai une dame qui est avec une pathologie d'Alzheimer. Donc là aussi, c'est très compliqué parce que sa pathologie est quand même déjà très avancée. Donc, c'est compliqué. Alors, on a l'impression que tout compte fait, quand on dit c'est compliqué, c'est vrai que ça a l'air d'être très compliqué, mais que ces barrières sont des barrières qui émanent de la société. C'est ça. C'est ça. La société, en fait, le truc, c'est qu'en France, il y a des lois qui passent, mais c'est comme si elles n'existent pas en Martinique. C'est vrai. C'est comme si c'est deux pays différents. Vous avez l'impression que les lois, notamment par exemple la loi de 2005 par exemple, qui
qui valorise l'inclusion des personnes en situation de handicap n'est pas appliqué chez nous? Non. Certaines entreprises, certains endroits l'appliquent, mais d'autres, non. Donc vous avez l'impression, ici sur ce plateau, qu'en fait, s'il pourrait y avoir, je pose la question, vous me répondrez, s'il pourrait y avoir une vraie vie pour ces personnes, elle devrait être facilitée par la société, puisque c'est là que les freins se trouvent. Donc on peut agir dessus, non, si c'est la société. Après, en étant avec la personne, on peut faire des activités, pareil, lecture, des jeux cognitifs, par exemple avec les personnes Alzheimer, tout ça. Mais sinon, je pense que je me dis que il y aurait pu avoir un centre, par exemple, où plein de personnes se rencontrent et puis faire des activités avec beaucoup de personnes. Mais souvent, ce qu'il y a, c'est que en tant qu'auxiliaire de vie, on est un peu, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut employer, isolé, par exemple, chez la personne, avec elle. Ou sinon, après, c'est nous, par exemple, moi, je décide de dire avec l'entreprise, je vais sortir la personne, comme je fais des fois avec certaines bénéficiaires. Mais après, autour, il y a rien, quoi. C'est l'auxiliaire de vie qui va faire les activités avec sa bénéficiaire. Vous avez l'impression, en fait, qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation autour de l'intégration, de l'inclusion de ces personnes. Est-ce que c'est fait parce que les gens ne s'y intéressent pas, ou est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ces personnes soient si éloignées de la vraie vie? On a peur d'elles? Vous pensez que les gens ont peur des personnes en situation de handicap? Non, les gens n'ont pas peur, mais des fois on dit, elle est en situation de handicap, donc c'est pas possible qu'elle fasse ci ou qu'elle fasse ça ou quelque chose comme ça, quoi. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Ils se disent, elle est en situation de handicap, et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. D'accord. Donc s'il n'y a pas les personnes comme nous, en tant qu'auxiliaires de vie, pour intervenir chez ces personnes et faisant des activités avec elles, après ça s'arrête au domicile de la personne, quoi. Jean-José, vous voulez réagir quand je dis est-ce qu'il s'agit de peur ou de rejet? Qu'est-ce qui fait que les personnes soient si éloignées de la vraie vie? En fait, il y a des personnes, ça ne dérange pas d'être avec, de mélanger, quoi. Mais comme par moment, il faut toujours que le groupe s'adapte, cherche des animations que les deux doivent faire. Donc je me dis par moment, par exemple, si quelqu'un est en fauteuil roulant, le groupe se dit « Ouais, je vais aller faire un tour en jet ski », des trucs comme ça. La personne en fauteuil roulant ne pourra pas. Ou des activités. Donc, des fois, c'est involontaire que les gens, qu'un groupe mette à part. Donc, après, je me dis que c'est la société qui doit essayer d'adapter le plus. Je regarde comme on appelle, là où on fait de la voile. Kayak. Dans lequel? Dans un centre nautique Oui, un truc nautique, où il y a de la voile. Là, j'ai vu qu'ils ont adapté, les personnes en fauteuil roulant peuvent faire de la voile. Je me dis, si les endroits où il y a des activités étaient adaptés, même si je suppose que ça doit coûter très cher. Est-ce que c'est pas là le nerf de la guerre? On se dit, ils sont handicapés, alors il faut encore investir dedans. Et j'allais venir là, je me dis que pour toutes les sociétés, peu importe l'activité, la grosse difficulté, c'est ça. Puisqu'ils vont prendre un stagiaire ou bien une personne à l'essai. Si l'État leur disait, oui, vous prenez que ça soit une personne handicapée, même si c'est sur un mois à l'essai,
on vous donne tant, les entreprises n'allaient pas chipoter, même si ça mobilise pendant un nombre de temps. Mais c'est fait en principe. Il semblerait que lorsqu'on recrute des personnes en situation de handicap, on peut bénéficier d'un certain nombre d'aides, notamment de la GFIP. Il y a des aides qui existent. Mais ça prend combien de temps pour recevoir les aides? Ça, c'est surtout ça. C'est pour ça que certaines sociétés, avant on allait acheter une voiture, on avait les comment on appelle, la prime écologique. Oui. Eh bien, il y a plein de concessions qui disent non parce que ça prend trop de temps. D'accord, très bien. Donc on est encore dans un frein de la société. Oui. C'est encore elle qui est la principale cause. Même si je vais pas être à 100% négatif, quand je fais des fois des analyses ou quand j'ai eu mon AVC, la manière que les gens réagissaient envers par exemple moi, quand j'étais à l'école et puis maintenant même dans la rue, j'ai vu que ça a changé. C'est-à-dire, c'est intéressant. Donc, vous avez l'impression que le regard a changé. Ah oui, puisqu'avant, quand j'étais à l'école, je voyais que j'avais une grosse canne. Les gens, c'était comme si, reste dans ton coin. Et maintenant, on arrive dans une école, que ça soit, même si on est en fauteuil roulant ou une canne ou qu'on boite vraiment, par moment, on peut se retrouver dans un coin, mais sinon, on est quand même intégré. D'accord. Donc tout dépend de l'accueil, de l'intégration que le corps enseignant. Vous avez senti, Jean-José, qu'avec le temps, les gens ont été plus accueillants, mieux veillants. On est passé, quand vous étiez au collège, à des rejets pratiquement spontanés, à des accueils maintenant. Vous avez l'impression que les gens sont plus tolérants. D'accord. Oui. Il y a quelqu'un qui nous attend depuis longtemps et qui doit se dire mais Fred, il ne veut pas me voir dans cette télé. C'est à vous. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom? Guylaine. Oui. Ah, c'est beau les petits bruits qu'il y a. Vous habitez la campagne, Guylaine, non? Non, je suis à campagne, si vous voulez. Oui. Parce qu'on entend les petits voilà. Ah non, je suis dehors, là. Je suis sur le côté de la télé. Ah, c'est super. Mais oui, non, c'est bien le petit bruit de fond, là. Ça nous fait du bien. Alors, on vous écoute, très cher. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que je suis l'émission à un petit moment. Oui. Et je suis pas moi, mon compagnon est dans le même cas. Oui. Et je suis tellement émue. Allez-y. Il a le glaucome et il a pu faire la vie. En fait, il voit il voit à peu près, vous voyez, c'est sa diminution. Et je suis un petit peu perdue parce que c'est très difficile pour moi. Oui. Alors, je veux savoir comment m'orienter, à qui parler, quel est le droit à avoir, comment il faut faire, parce que c'est difficile, quoi. Voilà. Restez là avec nous, hein. On va continuer avec vous la discussion, mais je vais demander quand même à Marie-Paul de parler de la MAF, parce que vous êtes devenue, du fait du glaucome de votre conjoint, une aidante familiale comme l'est Marie-Paul. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Guylaine, Marie-Paul, qui demande de l'aide? Elle demande de l'aide, déjà de se rapprocher de Mme Stéphanie Victoire, qui est la présidente de l'association. Elle fait comment Je n'entends pas. Oui, est-ce que vous pouvez vous rapprocher effectivement de vos micros, parce que vous parlez de façon... Oui, finalement, vous êtes presque dans l'intimité du débat. Alors, il faudrait qu'elle se rapproche de la MAF et de la présidente, Mme Jenny Stéphanie Victoire. La MAF. AMAF. Association des aidants familiaux de la Martinique.
Alors, où est-ce qu'elle va trouver, comment elle fait pour trouver les coordonnées de Madame Jenny Stéphane Victoire. Alors, peut-être que quelqu'un qui est de la MAF, qui nous regarde certainement, peut nous appeler pour nous dire aussi le numéro, parce que nous, on ne peut pas regarder sur nos téléphones. Voilà. Donc, vous voyez, Guylaine, il y a une possibilité pour vous d'être accompagné dans cette situation. Et vous disiez que vous êtes désemparé. Qu'est-ce qui vous préoccupe en ce moment? Ça me préoccupe parce que, vous savez, quand on devient malvoyant ou non-voyant, c'est très difficile pour la personne. Même quand je l'accompagne aux examens et tout ça, il refuse un petit peu. Vous voyez, il refuse un peu aussi. Il ne peut pas marcher tout seul vraiment, mais c'est compliqué parce que c'est pas le cabinet. En fait, il n'accepte pas. D'accord. Il n'accepte pas. Et pour moi aussi, ça me frustre pas, quelque part. Et est-ce que vous vous sentez soutenu par votre entourage par rapport à l'épreuve que vous vivez en ce moment, ou comme Marie-Paul, vous êtes plutôt isolé? Non, vous vous sentez un peu seul avec votre conjoint dans cette situation? Ouais. Et bien évidemment, vous avez l'impression que sa vie a changé, a basculé depuis qu'ils sont... Bien sûr, parce que vous savez, il avait déjà pathologie de l'école. Il a eu il a eu le Covid, je crois que ça a dégénéré. Oui. Le temps, il travaille plus, le docteur de ses coupures, analyse tout ça, mais ça me dit que, je vois que je suis derrière, quoi. Oui. On vous entend mal parce que vous jouez avec le téléphone, Guylaine. Non, je ne joue pas avec mes enfants. On vous entend un peu moins bien qu'avant. Et puis, voilà quoi, il n'accepte pas ce sujet, je sais quoi, je sais pas, je sais quoi là, c'est quoi, voilà. Pour lui, sa vie n'est pas vivable, quoi, c'est ça? Voilà, il n'a plus de vie, il n'a plus envie de vie, et tout ça. Et quand il vous dit ça, je n'ai plus le goût de vivre, comment vous réagissez, vous que... Non, mais je lui dis, mais bon, il ne faut pas parler comme ça, il faut voir, bon, ça la réunion. En même temps, je lui dis, oui, il faut prier, il faut... J'essaie de le remonter, mais bon, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour pouvoir, vraiment le remonter, quoi. Oui. Et vous aussi, vous avez besoin d'être soutenu, hein, Guylaine. Oui, donc, avant que l'émission ne se termine, on va demander à la MAF de réagir et de nous donner, parce qu'on n'a pas les coordonnées. Allez-y, Josiane. Guylaine, si vous pouvez laisser votre numéro de téléphone, et comme ça, on pourra vous recontacter pour vous donner le numéro de la MAF. Ce serait peut-être plus simple. Vous avez une très bonne idée. Vous voyez, on dit ça en catimini. Voilà, on va demander justement à Grégory de bien vouloir, Grégory ou Marvin d'ailleurs, les deux réalisateurs, de bien vouloir prendre vos coordonnées, Guylaine, et on va vous donner, puisque là on va pas prendre nos portables en direct, ça va pas faire très pro, mais en tout cas merci d'être venu. Prenez soin de vous, hein, c'est important. Hein. Ça allait partir avec les lucioles. Et vous voyez que c'est pas facile de vivre ces situations. Oui. Ah oui. Voilà, c'est la même C'est pour chose, ça que je dis que est-ce que c'est compatible? Vous revenez à votre question. Oui, ça m'interpelle souvent. D'ailleurs, même avec Marie-Paul, des fois, je dis qu'est-ce qu'elle pense. C'est compliqué parce que, bon, il faut être très patient aussi. Donc, des fois, la personne a des problèmes avec le problème de malvoyance. Elle peut être un peu désorientée par moment. Donc, on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas, donc, on n'est pas à sa place. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'interpelle beaucoup. Donc on aura passé peut-être presque, puisque l'émission va se terminer, on n'aura pas trouvé la réponse. Hein. Est-ce qu'il y a une vraie vie et handicap? C'est compliqué. C'est compliqué. Oui. 71 27 07, si le voyant est vert, c'est qu'il y a encore du monde, et soyez les bienvenus. Bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir, votre prénom?
Alors, mon prénom, c'est Bruno. Bruno. Et, je t'appelle de Fort-de-France. Ah, ben oui, on est bien content de vous avoir, Bruno. Et on vous écoute. Oui. Merci pour le retour de psychologue. Ah ben oui. C'est cela. C'était pas des vacances. Hein. Oui, que tu as mis à profit, Fred, tant mieux. Merci. Et je voulais également remercier Grégory pour son accueil au standard. D'accord, merci. Également saluer et remercier Mano pour Zouk TV. Oui. Et chaleureusement ainsi des personnes qui ont appelé et qui ont témoigné. Oui. Bon, bien sûr, toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Donc merci pour ton émission, Monsieur Galpard. Alors je te donne tout de suite les coordonnées de la BAF. Ah oui. Ah, super. Merci. Voilà, c'est le 10 lotissement Bardinet à Dillon. Oui. Le numéro de téléphone, c'est un portable. Donc c'est 0696 Oui. 94 Oui. 51 42. Ah, ça c'est de la solidarité, Bruno. 94 C'est un néo-génie. 51 42. Ça c'est de la solidarité, de la vraie vie. Là. Merci beaucoup. Donc on va rappeler ce numéro. Merci à toi, Fred. Merci. Je salue également tes invités qui ont effectivement le mérite d'être présents et de témoigner. Voilà. Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc bonsoir Josiane. Bonsoir. Marie-Paul. Bonsoir. Et bonsoir Jean-José. Bonsoir. J'aurais une petite question pour vous tous les trois à la fin de mon intervention. Fred, simplement pour te dire, vraie vie et handicap. Alors oui, c'est fort possible, travailler, aimer, fonder une famille, acheter ou construire une maison avec un animal de compagnie, un jardin, une voiture, c'est tout à fait possible. Mais j'ai l'impression que tout dépend déjà de l'attitude de la personne qui est en situation de handicap. Bon, si elle va ou non de l'avant, si elle prend soin d'elle, si elle cherche à travailler, si elle veut gagner de l'argent. Deuxièmement, il me semble aussi que c'est très important, Fred et tes invités, qu'il y a la nature de l'handicap. C'est vrai, qu'il soit léger ou lourd, que la personne soit debout ou alitée, ou que la personne peut sortir ou malheureusement est contrainte de rester à la maison. Enfin, un dernier critère qui peut tout changer, peut-être même faire la personne qui est en situation de handicap mieux vivre qu'une personne qui est valide. Il s'agit du patrimoine de ce que possède cette personne et de son entourage. L'argent, tu sais, fait des miracles, Fred. Tu crois que... Je vais parler tout à fait de l'argent, mais quand on a de l'argent, on a une vie différente de celui qui en a. Et enfin, il y a le comportement des gens aussi autour de soi. T'imagines un gars peut-être qui est abstinent, qui ne peut peut-être pas faire l'amour, mais si les femmes autour de lui, parce que l'entourage le caressait, tu sais, ça compense quand même, il faut être fort. Donc l'entourage a un grand rôle. Les amis qui sont présents, etc. Enfin, Fred, je vais terminer en disant, il ne faut surtout pas qu'ils pensent qu'ils ne vivent pas, qu'ils n'ont pas la vraie vie. Parce que là, pour tous ceux qui veulent l'indépendance, ils ont tort. Je rappelle qu'on est en France. Or, moi, je n'ai aucun intérêt à la préfecture, je ne reçois aucun argent d'eux, mais je vais vous rappeler quand même ce dont bénéficie une personne en situation de handicap en France. Cette personne touche sans rien faire, enfin, elle a déjà son handicap, et je rappelle aussi que moi qui vous parle, ça peut m'arriver. Je prends ma voiture, je suis sur la route, l'accident de la route, et je me retrouve handicapé. Donc, il faut faire très attention à ce que je dis, parce que moi-même, demain ou après-demain, je peux me retrouver en situation de handicap. Mais n'empêche que cette personne a quand même 956,65 € de l'État. C'est-à-dire ce qui reste à un salarié, surtout en Martinique, qui touche le SMIC. Donc, une fois le revenu net, on déduit toutes les cotisations. Alors, quand on dit 956,65 €, il y a aussi la location logement. 251 €, la CERN complémentaire, on ne paie pas de médecin ni de médicaments. N'oublie pas, Fred et tes invités, que les personnes en situation de handicap sont prioritaires pour les logements. Dans toutes les résidences qui sont construites en France, il y a toujours des logements qui sont réservés aux handicapés, souvent au premier étage. Ils sont aussi, ça fait l'AGC qui s'en occupe, normalement chaque entreprise doit avoir un quota de 2% de salariés en situation de handicap.
Donc même pour les emplois, c'est réservé, ils sont prioritaires. N'oublie pas les places de parking, c'est plein au sol. Les files d'attente pour les caisses. Hein, tu sais, des fois, tu es bien chargé, tu as attendu pendant une demi-heure, la personne arrive, elle sort sa carte, on peut passer devant tout le monde. Il y a aussi, on ne peut pas amener la gratuité ou la réduction pour les transports, pour les manifestations, pour les inscriptions dans les clubs des associations. En Martinique. Et je vois, la vie c'est très long, donc on est en France, on ne va pas se plaindre. Pour ceux qui veulent l'indépendance, est-ce que vous nous garantissez ça? Et dans d'autres pays au monde, il n'y a pas ça. Fred, je termine, je ne veux pas monopoliser, je termine juste pour dire, il y a l'âge qui reculé. Tu sais, dans tous les domaines de la vie. Par exemple, pour les concours administratifs, quelqu'un valide, je crois, a jusqu'à 35 ans. Quand tu es handicapé, c'est un exemple, là, tu as jusqu'à 40 ans pour t'inscrire. C'est pareil pour le BAFA, pour le service civique, hein, c'est reculé. Et en ce qui concerne le sexe, parce que ça c'est le gros problème des personnes en situation de handicap, en France, il y a ce qu'on appelle des assistants sexuels. Alors je sais que je vais te laisser développer, tu expliqueras ce fait, mais apparemment ce sont des gens qui sont payés pour aider les personnes en situation de handicap pour leur sexualité. Oui. Alors j'ai une petite question pour chacun de tes invités. Par ordre alphabétique, je vais commencer donc par Josiane, en lui disant qu'elle donne une très bonne image de sa profession. Ça fait un septennat qu'elle le fait, c'est temps. Alors, oui, elle a déjà dit un petit peu, mais grosso modo, c'est pas une enquête, hein. Rassurez-vous, Josiane, je ne travaille pas à l'inspection du travail. C'est vraiment pour savoir à peu près. Donc, dans une journée type 1, une journée moyenne, donc de combien de personnes vous vous occupez, et puis est-ce que vous pouvez nous décrire, sans entrer dans les détails, les activités que vous faites, si c'est le repas, le ménage, voilà. Marie-Paul, donc bravo aussi pour vous, hein, en tant qu'aidante familiale, vous donnez une très bonne image à la télévision. En vous voyant toutes les deux, je me dis que votre sœur Marie-Paul doit être bien coquette et féminine. Et alors je vous demande, en tant qu'aidante familiale, Marie-Paul, est-ce que vous percevez en revenu? Non. Ça intéresse beaucoup de personnes parce qu'il y a énormément de gens qui se sont occupés, qui s'occupent ou s'occuperont de leurs parents ou quelqu'un de leur famille. Donc, est-ce qu'on peut gagner de l'argent? Parce que je trouve que c'est légitime, hein, on sacrifie une partie de sa vie. Donc, on va répondre, Bruno, vas-y vite. Parce que Jean-José, oui. C'est de vous demander. Donc, quelle a été la réaction de vos copines et de vos copains à l'époque, hein, après votre AVC? Voilà, j'aurais bien aimé savoir leur attitude. Voilà, je ne dis pas plus. Eh bien, on va inverser les réponses. On va commencer. Je te remercie infiniment pour l'émission. Hein, merci. C'est toujours très intéressant. Merci beaucoup, Bruno. Merci à toi, Fred. Et merci pour ta solidarité. Pour les handicapés. On va te répondre. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Réaction des copains, des amis lorsque ça vous est arrivé, Jean-José? Ben... Ça fait déjà longtemps. Il faut que j'essaye de réfléchir. Il y a 16 ans de ça. Bon, tant que vous réfléchissez, on va passer peut-être à Josiane. C'est combien de personnes? Alors, Bruno, dans ma journée, enfin, là, j'ai un emploi de temps où je fais que 2 personnes parce que j'ai toute la matinée chez quelqu'un et l'après-midi chez une autre personne. Donc, en fait, je fais pour l'instant, mon planning en ce moment, c'est 2 personnes par jour. Et en ce qui concerne les activités, donc c'est vrai, je cuisine beaucoup. La première chose, c'est je cuisine. Et c'est vrai aussi, je peux sortir avec la personne, je peux faire des activités, ça peut être des jeux, ça peut être des jeux cognitifs. Et aussi, je m'occupe de l'entretien du cadre de vie de la personne. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question dont tu m'as posé. Et vous, Marie-Paul, bien sûr, vous avez déjà répondu, vous n'êtes pas rémunérée. Non. Voilà, non, en fait, il n'y avait pas grand-chose qui existait à l'époque. Les choses tendent à changer. Oui. Hein, donc, je crois qu'il y a une allocation du proche aidant.
qui peut être attribué par la caisse d'allocation familiale. Je crois que la sécurité sociale aussi peut rémunérer la personne. D'accord. Dans mon cas, ce qui est difficile, c'est que je suis en même temps sa tutrice. D'accord. Donc, je ne peux pas être rémunérée. J'ai parti, c'est normal. Alors, on ne va pas revenir sur la question de Bruno, mais alors, en écoutant Bruno, on se dit, mais finalement, les personnes en situation de handicap, elles ont 960 €, gratuité des transports, ils ont la priorité sur... Mais on a l'impression que c'est... il faut pas se plaindre beaucoup d'avantages. Vous en profitez? Vous avez l'impression que c'est ça, cette vie que vous vivez au quotidien? Gratuité des transports, oui, il a vu ça. Oui, parlez en face du micro, ça serait bien. Gratuité des transports, oui, il a vu ça. Ouais. Parce que j'aimerais bien savoir. Des spectacles. Sur les spectacles, accès aux spectacles, Bruno évoquait. Oui. Vous avez la priorité lorsque vous allez dans les supermarchés, on vous laisse passer sans problème? Quand je présente ma carte, il y a des gens, certaines personnes peuvent vous péter quand ça fait un moment. Mais gratuité des spectacles, quand je présente la carte, oui, il y a des sièges, mais je paye comme tout le monde. Très bien. Écoutez, on ne va pas pouvoir y aller plus loin parce que vous savez, l'émission est terminée. Et je vais juste dire à Bruno que quand ça m'est arrivé, j'ai mes professeurs de l'année en question. Ils ont dit que comme les camarades demandaient pour moi pour me voir, ils étaient juste surpris que le jeune que les camarades avaient en cours avec eux maintenant se retrouvait en train de marcher bizarrement. C'était juste la surprise pour eux. Mais on n'a pas trop eu le temps de discuter, d'échanger, puisque c'était des intercours que je suis passé leur faire un coucou. Et là, quand je les rencontre, on discute. D'accord. Mais sinon, il n'y a rien eu de spécial. Un grand merci à Liliane, à Guylaine, à Bruno, qui nous a rappelé d'ailleurs le numéro de téléphone de la MAF que vous devez prendre et noter 06 96 94 51 42. C'est le numéro de l'association martiniquaise des aidants familiaux. Merci à vous. Merci beaucoup Marie-Paul, merci Josiane et à vous aussi Jean-José. Merci pour votre courage d'être venu. Et on a dit dès que les entreprises ont du mal à prendre des gens en situation de handicap, mais je tiens à dire merci à Monsieur Giroyer, parce que lui, c'est le responsable de Intersport, parce que lui, malgré l'handicap, et c'est un secteur qu'on aurait pu penser qui, dans le commerce, que les gens qui n'utilisent qu'une seule main ne peuvent pas, lui, il m'a laissé ma chance pour que je puisse voir où sont mes limites. Qu'il soit vraiment gratifié pour cet acte. Un grand merci aussi à nos deux réalisateurs, ceux qui répondent si bien au téléphone, Grégory et Marvin. À vous aussi, je vous souhaite une très 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 belle fin de nuit et surtout une belle journée pour ceux qui seront en rediffusion. Prenez soin de vous et puisque c'est reparti, on se retrouve dans un mois. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.